en le mettant sous forme d'un système de second ordre. Donc là, que vous avez ici la question sur... parce que j'avais envoyé ce truc-là. C'était le système bouclé, non? Attendez, parce que là, il faut que je me retrouve. Et après, je vais partager. Et je préfère commencer par le TD, l'exo 2 du TD5. Vous comprendrez pourquoi. Parce que il est mieux. Le corrigé a été mis sous forme de LaTeX et donc ça passe mieux en distanciel. TD5 et les systèmes bouclés. Donc, le sujet. Je veux dire, c'est un sujet qui est assez classique. Donc, on va commencer toujours par mettre. C'est toujours c'est un exercice qui va reprendre d'une façon générale toutes les notions que nous avons vues jusque-là. Donc là, la première chose, c'est de commencer par définir ce système-là à travers sa fonction transfert. Donc, on vous donne généralement. Attendez, ça c'est pour développement de régulateur. Monsieur, vous partagez votre écran ou on suit Pas encore. Là, okay. Là, je vais le faire. Donc, là, je vais partager mon écran. Non, pas dans le truc. Là. Screen, oui. Donc là, monsieur, on va faire le TD5, c'est ça? Oui, on va faire le TD5. Okay, on va commencer. Mais donc, du coup, il n'y aura pas de corrigé du TD5. C'est ce qu'on va faire là qui est le corrigé. Ça sera donné. Ah, ok, d'accord, super. Donc là, ce qui vous sera donné, vous avez sous les yeux le PDF là? Ouais, on voit, ouais. Oui, ce qui sera mis sur campus, c'est plutôt ça. Donc TD5, c'est le corrigé comme suit. Donc le corrigé qu'on va voir ensemble, et chaque groupe va voir ce corrigé-là donc, avec son prof de TD, et je mettrai sur campus à la fin, donc en fin de semaine, le corrigé du TD5. Vous inquiétez pas, pour chaque TD, donc là il n'y a pas de souci. Donc je disais que et d'autant plus ce TD5, on va faire pendant la séance du cours, on va faire aussi un exercice sur ça, et d'ailleurs je l'ai mis sur campus, je crois. Sur le site campus, j'ai mis aussi un exercice qu'on verra en cours. Et je mettrai aussi son corrigé. Donc là, vous avez le projet, vous avez ici sujet de révision que nous verrons en cours. Et je donnerai donc là le corrigé du TD5 et aussi le corrigé de ce sujet-là. Donc là, ça va vous permettre de mieux vous exercer sur ce genre de problématique. Donc, je reviens au PDF et au TD5, l'énoncé du TD5. Donc, vous avez un schéma classique d'un schéma fonctionnel d'un système bouclé. Donc, vous avez un système de premier ordre. Donc, un processus physique est modélisé par la fonction transfert du premier ordre suivante. Donc, vous avez G2P, c'est quoi? C'est G0 sur 1 plus tau P. Avec G0 qui est la constante, ou bien c'est le gain statique, qui vaut 1. Tau est une constante de temps. Ce processus est inséré dans la boucle d'asservissement suivante, contenant un correcteur proportionnel intégral. Donc il est de la forme, le correcteur qu'on va utiliser dans cet exercice-là, il est de la forme K fois 1 sur 1 plus tau I sur P. La première question, donc là, vous avez un schéma fonctionnel d'un système bouclé, donc vous avez un correcteur de type PI, vous avez le processus qui est un premier ordre que vous voulez contrôler, et donc là, on voudrait faire l'asservissement de ce système. Calculer la fonction de transfert T2P de S2P sur Y2P. Donc ça veut dire quoi? Et on règle le correcteur PI de telle sorte que la constante de taux qui est là, cette constante de taux, tau I, elle soit égale à la constante du temps, tau, qui est donnée ici. Donc vous avez là, pour calculer la fonction transfert T2P qui est égale à S2P sur epsilon2P. Donc si je regarde cette fonction de transfert, c'est quoi? Donc on me demande une fonction de transfert qui vaut S2P sur epsilon2P.
Donc ça revient à faire quoi? Cela revient à calculer le produit entre ce bloc et ce bloc. Donc si quelque part on me dit, eh ben, c'est là où j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait qu'il faut bien lire l'énoncé et non pas vous lancer tête baissée dans les calculs sans comprendre il y a derrière. Et donc l'idée c'est quoi? Donc vous avez ce système bouclé, donc l'entrée principale, là epsilon 2p c'est quoi? C'est la sortie du comparateur, donc plus moins. Vous avez le contrôleur C2P, là vous avez G2P, le système A contrôlé que je veux contrôler, là j'ai un retour, le retour est négatif, et ce C2P, le contrôleur, il délivre quoi? Il délivre U2P, donc il délivre une loi de commande qui va commander ce système de premier ordre. On a vu que celui-là, ce système-là est un système de premier ordre. Sa fonction de transfert, c'est quoi? C'est G2P est égal à K sur 1 plus, comme tout système de premier ordre, 1 plus tau P. Ou bien, et la constante K, on l'a appelée ici G0, qui est notre constante de gain statique. Pour calculer n'importe quel gain statique, si je vous donne une fonction de transfert et après je vous demande de calculer le gain statique, cela revient à faire quoi? Ben, si vous avez une fonction G2P est égale à une constante K sur 1 plus, par exemple, tau P ou fois, allez, tau 1P fois 1 plus tau 2P, vous voyez bien qu'on a dit pour calculer le gain statique, qui est, on note généralement G0, et là, vous m'entendez ou pas? Allô, allô? C'est votre connexion, elle est pas stable du tout, on vous entend très mal. Et là? Non, parce que je me connecte à travers mon change, téléphone et je reçois. ça change pas grand-chose. Comme. Merci. Monsieur, on vous entend pas du tout, là. J'essaie de régler le problème de connexion, mais là, visiblement, c'est pas simple. Vous m'entendez ou pas? Ah, c'est rageant, ce truc. Allô? Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, on vous entend là. Ah, ok. C'était un problème de connexion beaucoup plus. J'espère que c'est réglé. Donc, je disais que par rapport à ce système-là, si je dois calculer le gain statique, donc cela revient à faire quoi? À remplacer la variable P par 0. Et donc cela, ça va me donner quoi? Ça va me donner K sur, dans ce cas de figure-là, dans cet exemple-là, ça va me donner K sur 1 fois 1, donc c'est K sur 1. Et donc ça va me donner K. Ici, on vous a dit que le gain statique, on l'a calculé pour vous, et on a supposé que G0 est égal à 1. La première question étant la suivante, je voudrais calculer la fonction de transfert entre quoi et quoi. Il faut toujours voir quelle est votre sortie et votre entrée. Ici, la sortie, on vous demande de calculer le gain, ou plutôt la fonction de transfert, qui est entre S2P et epsilon 2P. Donc cela revient à faire quoi? Là, cela revient à considérer un système où j'ai une entrée epsilon 2P, j'ai une sortie S2P, et donc là, cela revient, faire ça divisé par ça, cela revient à faire quoi? Cela revient à considérer que c'est C2P fois G2P. D'accord? C'est ça, C2P fois... Ou bien... Mais monsieur, oui, dites-moi. dans ce cas-là, on ne prend pas en compte le retour? Non, non. C'est pour ça que je disais que, lisez bien, si j'avais demandé, regardez, si j'avais demandé S2P divisé par E2P,
Ouais, là, il y Là, aurait le retour. Ok, je crois que je comprends. là, il y aura le retour, et d'ailleurs, on calculera plutôt ce qu'on appelle la FTBF, la fonction de transfert en boucle fermée. Par contre, là, la question, c'était calculer la fonction de transfert T2P qui vaut S2P sur Y2P. Donc, moi, je regarde la sortie, je regarde l'entrée, donc là, je mets les différents blocs sont là. Je ne sais pas si vous vous rappelez les schémas fonctionnels, la simplification des schémas fonctionnels. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on regardait, donc là, ça c'est U2P. Donc on disait que U2P c'est quoi? Ben, c'est ce qui rentre, c'est Y2P fois C2P. Et après, on se disait aussi, S2P c'est quoi? C'est G2P fois ce qui rentre, c'est U2P. Et après, GS2P c'est quoi? Ben, c'est G2P fois U2P c'est quoi? Ben, c'est C2P fois epsilon 2P. Et donc, l'idée, ou bien ce qu'on me demande de faire, c'est plutôt de calculer la sortie S2P sur epsilon 2P, qui vaut quoi? Ça vaut G2P fois C2P. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de calculer ça en considérant que j'ai quoi? On me dit que c'est G2P, effectivement, ça vaut G0 sur 1 plus tau P, sachant que G0 c'est 1. Et on me dit aussi, pour le correcteur qu'on va utiliser, on me dit il est de forme K fois 1, c'est un correcteur PI. Ça veut dire quoi? C'est un proportionnel plus un intégrateur. Donc c'est 1 sur tau I fois P. Et après, on nous dit, pour faire ce calcul-là, on a essayé de régler la constante tau I de telle sorte qu'elle soit égale à tau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas de figure-là, je vais écrire ça comment? C'est K fois 1 sur 1 plus tau P. On m'a dit qu'on a réglé tau I de telle sorte que tau I soit égal à tau. Et donc, là, pour finir avec cette question, donc G2P, c'est quoi? C'est 1 sur, ou bien je pourrais commencer d'une façon générale, c'est quoi? Ben, c'est G0 sur 1 plus tau fois P. Fois C2P, c'est quoi, on a dit? On a dit c'est K fois 1 plus 1 sur tau P. Sauf que, il y a des simplifications à faire, il y a toujours des simplifications à faire. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais SP sur epsilon 2P, c'est quoi? C'est G0, bah c'est 1, après on le remplacera, plus 1 plus tau P, fois, là je réduis au même dénominateur et je simplifie, j'obtiens quoi? C'est K fois tau P plus 1, divisé par tau P. Et vous voyez bien qu'ici, ça, simplifié avec ça, G0 on m'a dit que c'était 1, fois K sur tau P. C'est ça ce que vaut S2P sur epsilon 2P. C'est bon ou pas? Calculer la fonction de transfert T2P, c'est celle-là T2P, c'est S2P sur epsilon 2P, en règle le correcteur PI de telle sorte que tau I est égal à tau. Donc là, pour ce calcul, donc on se retrouve avec, effectivement, quand tau I est égal à tau, je me retrouve avec K fois G0 sur tau P. C'est ce qu'on m'a K. Bah, G0, je l'ai remplacé, sauf qu'ici, moi, allez, d'une façon générale, donc c'est ça. C'est bon ou pas? Allô, allô? M'entendez-vous? Oui. On Oui, vous entend aussi. Oui, oui. Donc là, je continue. La deuxième question, c'est quoi? On me demande maintenant, plutôt là, je viens ici, à la question. On me dit, calculer la FTBF. C'est maintenant où il faut faire attention au retour. Et on me dit en plus, la FTBF, on va la noter comme étant GB de F, boucle fermée, de P est égal à S de P sur epsilon de P. Je vois ici S de P sur epsilon de P, donc ça veut dire que ça va englober tout cela.
cela revient à faire quoi? Ben, cela revient à remplacer tout ce qui est schéma fonctionnel. Donc là, ce truc-là, vous aviez un C2P fois G2P. Là, on avait un retour unitaire. Là, c'est un plus. Là, c'est un moins. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai S2P. Là, c'est E2P. Et donc, cela revient à calculer, plutôt remplacer tout ça par un seul bloc. Comment? On va appliquer ce qu'on appelle la formule de Black. La formule de Black, elle me dit S2P sur E2P, c'est quoi? C'est C fois G sur 1 du fait que j'ai un retour négatif, donc ça sera 1 plus C fois G fois H, sauf que dans ce cas de figure-là, j'ai bien H est égal à 1, ça se voit sur le graphique, ou bien je pourrais dire retour unitaire, donc ça veut dire que le H il vaut 1. Et là, après, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai S2P sur E2P est égal à ça. Rappelez-vous que C fois G, on l'a calculé. Donc c'est juste pour vous simplifier un petit peu la vie pour la suite. Donc vous avez S2P sur E2P, c'est quoi? C'est C fois G sur 1 plus C fois G, sachant que on avait calculé ce C fois G, je crois. C fois G, ici, C fois G. Donc là, je vais pas, mais après il y a aussi, je vais pas refaire les calculs, mais il y a un risque. Ou si je refais pas les calculs, c'est que il se pourrait que j'ai commis une erreur ici. Donc il y a, je ne sais pas si vous qui le voyez, est-ce que ça vaut la peine de refaire le calcul C fois G ou bien réutiliser ce que vous aviez déjà auparavant, parce que ça c'est quoi? C'est C fois G. Donc là, je vais obtenir quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut cette quantité, elle vaut C fois G, c'est G0. Et après, je vous ai dit que G0, il vaut, on pourrait G0 fois K sur tau P, comme ça vous n'allez pas vous perdre un petit peu. Et là, c'est G0 fois K sur tau P. Par contre, il faut se rappeler que G0, on l'a pris comme étant est égal à 1. Donc cela revient à faire quoi? C'est K sur tau P sur 1 plus K sur tau P. Je réduis au même dénominateur et j'ai des simplifications à faire. Donc je réduis au même dénominateur. J'ai quoi? J'ai K sur tau P fois, il ne faut pas oublier que c'est tau P sur tau P plus K. On est d'accord ou pas? Là, j'ai réduit au même dénominateur entre ça et ça. Et après, comme c'est K sur tau P divisé par tau P plus K divisé par tau P, donc j'ai multiplié par l'inverse. Et je simplifie ça avec ça. Et donc, je préfère continuer le calcul ici. Donc, j'ai S2P sur E2P est égal à K divisé par K plus tau P. Et celle-là, on a dit que ça s'appelait GBF2P. Monsieur, Transfert en boucle fermée. Oui. pour la question 1, c'était précisé que tau 1 est égal à tau, mais pour la question Oui. 2, c'est pas précisé. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas tout refaire? Je pense que là, on reprend la même chose. Si ça n'a pas été indiqué, parce que là, on est en train de commander ce système-là de premier ordre avec un régulateur pays. Et donc, effectivement, peut-être que j'aurais dû reposer la question, dire on règle le correcteur pays de telle sorte que je le mettais ici en préambule. Ok. Ça peut prêter à confusion. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, voilà, c'est pour ça. Ok, merci. Il se pourrait. Donc, pour celle ou celui qui n'aura pas vu ça, effectivement, on aurait pu refaire les mêmes calculs et après se poser cette question-là. Et donc, on dit que là, la GBF, c'est ce qu'on vient d'obtenir, normalement. Ou bien c'est 1 sur 1 plus, machin. Ça, mais je suis pas. J'aurais pas dû. Je garde. Ça, c'est pour répondre à la question, mais après, de ce système et la mettre sous la forme. Donc là, j'ai quelque chose, H0, sur 1 plus tau BF, et je
fait remarquer que ce taux BF, ou le taux, la constante de temps de la fonction de transfert en boucle fermée, est différent de ce taux qu'on est en train de calculer. Et d'ailleurs, explicité dans les paramètres H0, taux BF en fonction de G0, taux et K. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre cette quantité sous la forme de, là, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est 1 plus quelque chose fois P. Donc là, ici, il me faut 1 ici. 1 plus quelque chose fois P. Donc cela revient à faire quoi? Ben, j'ai la fonction de transfert en boucle fermée. Donc là, GBF de P, c'était égal à K sur K plus taux fois P. Par contre, on me demande de mettre celle-là, cette fonction, en fonction de H0 sur 1 plus taux BF fois P. Donc comment, à partir de là, arriver à quelque chose qui soit, surtout ici, regardez, c'est 1 plus quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par cette quantité-là, le dénominateur. Donc là, je vais factoriser par K, de telle sorte à obtenir le 1 plus. Et donc là, qu'est-ce que je veux obtenir ici? C'est taux sur K fois P. Et ça doit être égal à, et je vois bien que ça a la forme qu'on me demande. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc la constante K, je vais la simplifier avec cette constante-là. Et là, je vais avoir 1 sur 1 plus taux sur K fois P. Donc par identification, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le H0 qui vaut 1, le taux BF, donc c'est la quantité ou c'est la constante qui est multipliée par P de part et d'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que H0, par identification, H0 il vaut 1 et taux BF, il vaut quoi? Il vaut taux sur K. Mais après, j'aurais pu ne pas remplacer la valeur de G0. J'aurais pu garder G0 tel qu'il était, non pas le prendre pour 1. Donc là, ça va rester donc G0 fois K sur taux P. Là, donc ça, c'est G0, parce qu'on m'avait demandé aussi dans la question de remplacer, trouver la valeur de H0 et autres par rapport à la valeur de G0. Et donc, on voit bien qu'ici, ce qui va rester, c'est G0 est égal à H0 et ça. C'est bon? Mais après, ça vaut aussi la même chose, parce que pour celle ou celui qui a appris que G0 est égal à 1, vous voyez bien que ça ne change pas fondamentalement les résultats. Donc ici, je crois que dans le corrigé, on avait gardé G0 est égal à G0 et on ne l'a pas remplacé. C'est après. On en déduit que H0 est égal à 1 et là, KA, oui. J'avais peut-être oublié aussi ce G0 là en bas. Pourquoi? Parce que c'est G0, là aussi c'est un G0. Vous voyez ici. Et là, KG0. Si j'avais pas remplacé ça, donc là et là, donc si je factorise par KG0, mais vraiment cela revient au même. KG0, KG0, et là plutôt, et non pas à ça, mais plutôt à 1 direct. Parce qu'on aurait factorisé par K fois G0, et ce K fois G0, il va se simplifier avec celui-là, et bon, juste pour dire, pour celle ou celui qui aurait commencé par remplacer G0 pour ne pas avoir à le traîner dans tout l'exercice comme étant G0, mais plutôt c'est 1, donc je le remplace et je m'en débarrasse. Et c'était la même chose, de considérer l'un ou l'autre. On arrivait au même résultat. Après, donc, je continue s'il n'y a pas de questions, donc je présume que vous avez compris, et je continue. Troisième question, déterminer la valeur de K pour obtenir un système 2 fois plus rapide en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Ça veut dire quoi, ça? Un système qui est beaucoup plus rapide en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Cela revient
pour avoir un système 2 fois plus rapide en boucle fermée, sachant que BF caractérisé par le temps taux BF, c'est ça. C'est un système, on voit bien qu'ici, regardez, en boucle fermée, on a toujours un système de premier ordre. En boucle ouverte, on avait aussi un système de premier ordre. Et on sait que pour un système de premier ordre, sa rapidité, elle est liée à la constante taux. Parce que si vous remplacez, si vous appliquez un échelon à ce système-là et vous tracez la réponse à votre échelon, vous avez quelque chose qui fait ça. C'est la réponse d'un système de premier ordre. Et un système de premier ordre, donc son temps de réponse, il est caractérisé, il est lié à la constante taux. Donc on voit bien qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est de comparer le taux BF. Pourquoi? Parce que c'est la constante du taux, la constante du temps, pardon, du système en boucle fermée par rapport à la constante du temps du système en boucle ouverte. Donc là, si je veux que, regardez, on vous dit, pour avoir un système 2 fois plus rapide en boucle fermée, caractérisé par 1, qu'en boucle ouverte, BO caractérisé par taux. Donc il faut que taux BF soit égal à taux sur 2. Il faut que, pour rendre notre système en boucle fermée 2 fois plus rapide, 2 fois plus rapide que en boucle ouverte, sachant que ouverte, c'est taux. Allô? Ouais, ça a coupé, je crois, monsieur. Hein. Oui, oui. Désolé, j'utilise mon téléphone à chaque fois que quelqu'un m'appelle, ça se coupe. Donc je disais que pour la question 3 ou 4, donc pour avoir un système en boucle fermée 2 fois plus rapide qu'un système en boucle ouverte, sachant que la constante de taux en boucle ouverte, c'est taux, en boucle fermée, c'est taux BF. Donc l'idée, c'est quoi? C'est avoir taux BF est égal à taux sur 2. C'est ça l'idée ou la traduction en équation de ce qu'on est en train de dire. Avoir un système en boucle fermée qui soit 2 fois plus rapide qu'un système en boucle ouverte, cela revient à dire que taux BF est égal à taux sur 2. Et donc, là, taux BF, on a trouvé son expression. Son expression, c'était quoi? Son expression, ça vaut taux sur KG0. Donc, ça veut dire que c'est taux sur KG0 sur taux sur 2. C'est une constante, je la simplifie, je fais un produit en croix, donc cela revient à dire quoi? C'est KG0 est égal à 2. Et là, on me demande de trouver la constante K qui va me permettre d'avoir un système en boucle fermée 2 fois plus rapide qu'en boucle ouverte. Donc je trouve c'est 2 sur G0. Et donc, sachant que G0 est égal à 1, cela vient dire que K, il vaut 2. Là, on est en train de régler les paramètres du contrôleur PI pour obtenir certaines performances. Et ces performances-là, donc on dit que si je prends mon système, ce régulateur PI, si je fixe la constante qu'il y avait ici, le régulateur PI, c'était quoi? C'était K fois 1 plus 1 sur taux I, donc taux fois P. Et là, j'ai un système, G2P, du premier ordre. Donc l'idée, c'est quoi? Je vais essayer de régler les paramètres, ou le seul paramètre sur lequel je pourrais agir, c'est deux paramètres-là, pour un régulateur PI. Pour jouer sur les paramètres du régulateur PI, pour obtenir certaines performances en boucle fermée, qu'est-ce que je fais? Je fais varier la valeur de K. Donc, pour répondre à la question, je voudrais avoir un système en boucle fermée qui soit 2 fois plus rapide que le système en boucle ouverte. Donc, cela revient à dire, on vient à calculer la valeur de K adéquate qui me permet d'avoir ces perfos. Donc, la rapidité, en termes de rapidité, je veux un système 2 fois plus rapide en boucle ouverte que en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Donc là, je vais calculer, donc pour la valeur de K qui vaut 2, je vais avoir un système en boucle fermée qui est 2 fois plus rapide qu'en
une boucle ouverte. Donc, je viens de répondre à la question qu'on m'a posée ici, où on m'avait demandé d'avoir déterminé la valeur de K pour obtenir un système 2 fois plus rapide en boucle fermée qu'en boucle ouverte. On applique maintenant un échelon unitaire en entrée, exprimer epsilon de P en fonction de E de P et calculer l'erreur de position. Donc, il ne faut pas oublier que E de P, c'est l'entrée, epsilon de P, c'est l'erreur, et donc, nous, on voudrait calculer d'ailleurs l'erreur de position à l'infini. Pour obtenir ça, vous avez la formulation qui est donnée en fin de sujet toujours. Donc la formulation, elle dit quoi? Epsilon à l'infini, c'est la limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Et c'est quoi? Ça, c'est la question 4. Et c'est quoi? C'est la limite quand p tend vers 0 de p fois epsilon de p. Et c'est quoi? C'est la limite quand p tend vers 0 de 1 moins h ft b ft b f fois e de p. Et là, j'ai oublié la variable p en entrée. Donc, vous voyez bien qu'ici, en appliquant cette formulation-là, je vais obtenir e. Si je prends dans le cas, on me demande, donc là, je fais mon calcul, donc c'est h fois la ftbf fois E de P. Donc, j'ai mon FTBF. Donc, epsilon, d'une façon générale, c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois 1 moins H, on a dit que c'était un retour unitaire, donc ça sera 1 fois la FTBF dans ce cas de figure-là, on l'avait noté comme étant GBF de P fois E de P. Donc, vous avez la formulation de la GB machin là. P est égal à 0, P fois 1 moins GBF, on avait dit que c'était quoi? Je ne me rappelle plus la formulation. La formulation que nous avons trouvée. Donc on pourrait dire que ça, c'est epsilon de P. On l'avait. On pourrait aussi. Là, c'est une autre façon. Je crois que aussi dans un TD, je vous ai donné une deuxième formulation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est epsilon de P, c'est quoi? C'est E de P moins S de P. E de P, je le remplace. Et S de P, c'est quoi? En faisant le lien avec l'autre, avec la première question. On avait G de P fois C de P, fois epsilon de P. Donc, epsilon de P, je pourrais faire ça aussi. Juste pour vous dire que, ou bien je pourrais remplacer directement par ça, ou bien il y a une autre méthode, et G de P, c'est quoi? Et pour que je... Elle est où la... Quelqu'un aurait noté la GBF de P? Pour me la dicter, non? C'est 1 sur... Ah, merci. Donc, je suis là. Dis-moi. 1 sur 1 plus taux sur K fois P. Taux sur K fois P. Ok, merci. Ou bien j'aurais pu aussi mettre un G0 ici, ou peu importe. Fois 2P. Et donc là, je réduis au même dénominateur. Donc la limite quand P tend vers 0, 2P fois, je réduis au même dénominateur. Donc j'ai quoi? J'ai 1 plus taux sur K fois P, moins 1, divisé par... Là, j'ai quoi? J'ai... Attendez, parce que... Non. Oups. On va refaire. Comme ça, on va pas... Là, j'ai de l'espace, donc c'est P fois 1 moins. Je réduis au même dénominateur plutôt à l'intérieur et je simplifie. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord si j'ai ça, K, sur K plus taux P, epsilon de P.
Après, je réduis maintenant au même dénominateur avec ça. Ça limite quand P est envers 0 de P fois K plus tau P moins K sur K plus tau P fois E de P. Et là, ça se simplifie. Et donc, j'ai la limite quand P est envers 0 de P fois tau P sur K plus tau P. Après, on me dit, ça, E à l'infini, d'une façon générale, c'est ça, fois E de P. Et là, on devient plus explicite, on me dit, on veut calculer l'erreur de position. L'erreur de position, c'est quoi? Donc, ça veut dire que E de P, ça sera 1 sur P. Pour calculer l'erreur de position, donc on prend l'entrée E de P est égale à 1 sur P. Et donc, si je fais mon calcul ici, je continue mon calcul, donc j'ai E à l'infini, c'est quoi? Ben, c'est la limite quand P est envers, plutôt E de P, c'est la limite quand P est envers 0 de P fois tau P sur K plus tau P fois 1 sur P. Donc là, je simplifie ça avec ça, et je remplace la variable P par 0. Donc, j'obtiens E de P à l'infini, c'est la limite quand... Alors, ça vaut quoi? 0 sur K plus 0, donc. Et a priori, c'est ça. Est-ce que je me suis planté dans les calculs et est-ce que j'arrive à retrouver le même résultat avec une autre méthode? Ben, c'est pas qu'une autre méthode, c'est une autre façon de calculer cette erreur-là. Donc, on peut partir du principe que l'erreur E de P, c'est quoi? C'est grand E de P, donc je me mets ici dans ce schéma fonctionnel. Le schéma fonctionnel, il est où? Ok, il n'est pas là dans le corrigé. C'est une autre façon de voir le problème, mais ça revient au même. Parce que regardez, vous pourrez dire que y de P, c'est quoi? Ben, y de P, c'est E de P, avec un plus, moins ce qui vient ici. Et ce qui vient ici, c'est S de P. Y de P, c'est E de P moins S de P. Après, y de P, c'est E de P moins S de P. Et donc, c'est E de P et le S de P qui est là. Regardez, le S de P. Ah. On a repris ce qu'on avait fait pour les schémas fonctionnels. Le S de P qui est là, c'est quoi? Ben, c'est G de P fois C de P fois Y de P. C'est juste ça. Ben, ce que nous avons fait, une deuxième méthode si vous voulez. Mais comme c'est la même chose, on dit que y de P, d'après le schéma fonctionnel, c'est quoi? Ben, c'est l'entrée principale moins la sortie. Et y de P, c'est quoi? Ben, c'est toujours E de P moins S de P. S de P, si je regarde, j'avais un C de P, j'avais un G de P, et ça m'a donné S de P. Et là, CP, GP. Donc, S de P, c'est quoi? C'est C fois G fois Y. C fois G fois Y. Tout ce qui est Y, je vais le ramener de l'autre côté. Donc, je vais obtenir quoi? Ben, je vais obtenir epsilon de P, facteur de 1, plus C fois G, est égal à E de P. Donc, epsilon de P, c'est quoi? Ben, c'est E de P divisé par 1 plus C fois G. Donc, j'ai ça. La limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P est égale à quoi? Ben, c'est la limite quand P tend vers 0 de P fois, et je remplace epsilon de P par sa valeur, c'est E de P sur 1 plus C fois G. Mais vraiment, c'est la même chose. C'est la limite quand P est envers 0 de P fois 1 sur 1 plus C fois G fois, après E de P, je remplace le E de P par sa valeur. Et là, j'ai C fois G. Il ne faut pas oublier que pour
ceux qui ont déjà fait le calcul, C fois G, on l'a. C'était T. Le C fois G que nous avons ici, si je me réfère aux calculs qui ont été déjà proposés, C fois G ou c'est S de P, c'est epsilon de P, c'est quoi? C'est ça, c'est G0 sur K 1 plus tau P. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici. Epsilon de P, c'est KG0 sur tau P. Et donc, j'ai remplacé cette valeur-là ici et je retrouve toujours le même calcul ou le même résultat. L'erreur de position à l'infini, elle vaut 0. Après, on me demande on applique maintenant une rampe unité, calculer l'erreur de traînage ou l'erreur de vitesse. Donc, pour calculer cette erreur de traînage ou cette erreur de vitesse, qu'est-ce que je fais? Donc, E de V, c'est quoi? Ben, je remplace le E de P par 1 sur P carré à la place de l'autre. Donc, je reviens ici, au même calcul que j'avais fait auparavant. Ici, à la place de 1 sur P, je mettrai 1 sur P carré. Et donc, je me retrouve, parce que c'est les mêmes résultats, donc c'est la limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P, ça c'est E à l'infini, et EP à l'infini, c'est quoi? On l'a calculé, on a dit que ça valait 0. Par contre, EV à l'infini, c'est quoi? Ben, c'est la limite, la même chose, P0, fois P fois 1 sur 1 plus C fois G fois 1 sur P carré. Donc je simplifie ça avec ça. Et qu'est-ce que j'obtiens? C'est la limite quand P tend vers 0 de 1. Regardez ici, c'est 1 plus C fois G fois 1 sur P. Donc cela revient à faire quoi? Cela revient à faire le calcul suivant. C'est quoi? Ben, c'est EV à l'infini. C'est quoi? Ben, c'est la limite quand P tend vers 0 de 1 sur P fois C fois G. Pourquoi? Attendez. Plus P. On est d'accord? Donc par contre, il ne faut pas oublier que ici, la limite quand P tend vers 0, donc cette variable-là, elle va tendre vers 0. Et après, vous n'allez pas me dire, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ici? Ben, je vous dis, attendez, parce que là, c'est C fois G. Si j'avais quelque chose, si ce C fois G était de cette forme-là, donc on va dire que c'est 1 sur P fois P plus 2, par exemple. Vous voyez bien que ce P-là, il va se simplifier avec ce P qui sera là. Donc c'est pour cela que je refuse de remplacer, tel que je l'ai fait ici, de remplacer P par 0 direct. Donc j'attends de voir le C fois G, qu'est-ce qu'il va me donner. Par contre, la variable P ici, elle vaut 0, ça on sait. Parce qu'elle n'est pas multipliée par quelque chose d'autre. Donc là, il n'y a que la variable P, donc on sait que P tend vers 0, donc la limite de ça, c'est quoi? C'est la limite de P fois C fois G. Et la limite de P tend vers 0 de 1 sur P fois C fois G, on a dit que c'était quoi? Qui pourrait me le dire? C'est le T0, le premier qu'on avait calculé. Non? Le C fois G, c'était le T0 et c'est K G0 sur tau P. C'est K G0 sur tau P. On l'avait calculé ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. K G0 sur tau P. Le C fois G, regardez, c'est K G0 sur tau P. Et on voit bien que ce P-là, il va se simplifier avec ce P. Et donc, là, c'est quoi? Donc, on va obtenir quoi? On va obtenir tau sur K fois G0. C'est ça l'erreur de vitesse à l'infini. Elle vaut ça, c'est une constante. Alors que si j'avais remplacé directement tel que j'ai fait le calcul ici, donc je dis, ok, P tend vers 0, donc là, toute cette quantité, elle va tendre vers 0.
0 plus 0, c'est 0. 1 sur 0, c'est l'infini. Donc là, ça sera une erreur. Donc c'est pour cela que j'ai effectivement celui-là, pour me simplifier la vie, je dis que P est égal à 0, il tombe vers 0, donc je l'enlève, parce qu'il n'est multiplié par rien d'autre. Mais par contre, celui-là, c'est C fois G. Il faut que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de C fois G. Il se pourrait qu'il y ait un P qui va me permettre de simplifier ce P-là. D'accord? Ou pas? Vous arrivez à voir pourquoi je... Oui, monsieur, on arrive. Ok. Donc, là, on voit bien que l'erreur de vitesse, c'est une constante. Taux est une constante. K est une constante. G0 est une constante. Ça vaut 1. Et l'erreur de position, elle vaut 0. L'erreur de vitesse, elle vaut une constante. Et on me demande l'erreur d'accélération ou pas? Je ne sais pas. Elle vaudra l'infini, même si on ne me la demande pas. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, la question 6. La consigne est un échelon unitaire. Exprimer U de P en fonction de E de P. Il faut voir maintenant, on me demande quoi? On me demande ça en fonction de ça. Et par contre, on me dit que ça, c'est un échelon. Certes, je suis d'accord. Mais à chaque fois, il faut toujours regarder ce qu'on me demande. On me demande maintenant... On me demande... La question 5, ça c'est fait. La question 6. On me demande de calculer U de P qui vaut quoi? C'est C de P fois epsilon de P. Donc, C de P, je vais sa formulation. Donc, epsilon de P, c'est quoi? C'est U de P sur CP. Epsilon de P, c'est E de P sur... Et je sais que epsilon de P, parce que là, je suis à la sortie d'un bloc, j'ai ça. Ce bloc C de P, il a en entrée epsilon de P, et en sortie, c'est U de P. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de P, c'est quoi? Ben, c'est C de P fois epsilon de P. Et donc, si je cherche epsilon de P, c'est quoi? Epsilon de P, c'est quoi? Eh ben, epsilon de P, c'est U de P divisé par CP. C'est U de P divisé par CP. Et sachant que nous avons dit que nous avons un correcteur de type PI, c'est K sur 1 plus 1 sur taux P. Si je réduis au même dénominateur et je simplifie, ça va me donner quoi? Ça va me donner K fois taux P sur... non, plutôt... Non. C'est plutôt ça. C'est K fois taux P plus 1 divisé par taux P. C'était ça. Après, maintenant, je continue. Donc, epsilon de P, on a dit que c'était U de P sur C de P. C de P, c'est K fois taux P plus 1 divisé par taux P. Et donc, cela va me donner quoi? Donc, ça sera U de P fois taux P sur K fois 1 plus taux P. Je pourrais écrire les choses comme ça. C'était quoi la question? Je me suis embarqué dans des calculs sans... C'était quoi la question? La question 6. Non. La consigne est un échelon unitaire. Ok. Exprimer U de P, en fonction de E de P. Alors, je demande U de P en fonction de
E de P. Alors, je fais quoi? Ça, c'est epsilon de P. Ça, c'est C de P. Ça, c'est U de P. Et on me demande d'exprimer la relation entre ça, c'est plus, et ça, c'est moins. Donc, j'avais un G de P ici. Et là, c'est S de P. Donc, je fais comment? Attendez, parce que là... Ça, c'est Elle quoi? commence où la question 6, monsieur? Là, elle commence où? Oui. Ici, dans ma résolution, dans la solution que je propose. Là. Ok, merci. Donc, la question 6, c'est pour ça que je cherche, parce que je vais chercher la relation, on me demande de trouver la relation entre U de P et EP. Par contre, moi, j'ai fait le chemin inverse. Je dis que U de P, il s'exprime en fonction de epsilon de P. Et après, je remonte, je recule. C'est ça que je suis en train de faire. Et epsilon de P, c'est quoi? C'est EP moins S de P. On est d'accord? Epsilon de P, c'est quoi? Ben, c'est la sortie d'un comparateur, donc c'est EP moins S de P. Et après, il ne faut pas oublier que j'ai une FTBF. La FTBF, elle me dit quoi? La FTBF, elle me dit quoi? On est d'accord. Ce que j'ai essayé de faire, c'était ça. Epsilon de P, c'est quoi? C'est EP divisé par 1 plus KG0 sur tau P. Sommes-nous d'accord ou pas? Oui, non. Non, il y a une erreur ici. Il y a une erreur ou pas? Une horreur ou une erreur ou dans ce corrigé? Oui, non. Bah, je sais pas trop, hein. Pourquoi? Je pense qu'il y a une erreur. Moi, je dirais qu'il y a une erreur. Mais comme je suis le prof, donc vous allez me croire, c'est pas grave. Ou bien non. U de P, c'est quoi? C'est C de P fois epsilon de P, d'après l'explication que je viens de donner. C'est U de P, c'est C de P fois epsilon de P. On est d'accord sur ce point. Et après, il y a autre chose. Donc là, on me demande de trouver quelle est la relation entre U de P en fonction de E de P. Comment arriver jusqu'à E de P? Qui est capable de me dire ça? C'est quoi la question, monsieur? On me demande d'exprimer la relation qui existe entre l'entrée E et U, la loi de commande. Donc, on me demande de trouver la relation qu'il y a entre ça et ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, pour moi, on exprime U de P en fonction de epsilon de P, S de P et E de P. Oui, mais comment? Mais après, S de P, je pourrais la remplacer aussi par G de P fois Oui, IP. après, on connaît S de P et on connaît E de P. Oui, donc ça peut... C'est jouable. Donc, S de P, c'est quoi? C'est GP, UP. Sachant qu'il y a epsilon de P, c'est quoi? Ben, c'est EP moins S de P. Je remplace le S de P par GP, UP. Ça peut se faire. Regardez, ici. On avait dit que epsilon de P, c'est quoi? C'est EP moins, on avait dit quoi? S de P. Et après, S de P, on a dit que c'était quoi? C'est
epsilon de P, c'est EP moins S de P, c'est quoi? On a dit que c'était G de P fois U de P. C'est bon? Je viens là. S de P, c'est quoi? C'est G de P fois UP. Après, U de P, c'est quoi? C'est C de P fois epsilon de P. Et donc, G aussi, U de P, c'est quoi? Ben, c'est C de P fois epsilon de P. Et sachant que epsilon de P, c'est quoi? C'est UP sur CP. Donc, je pourrais remplacer ça. Parce que l'idée, c'est quoi? On m'a dit de trouver la relation entre U et E. Donc là, tout ce qui est epsilon, je pourrais le remplacer. Donc celle-là, c'est quoi? C'est U de P sur P. C'est U de P, E, P, G de P fois. On est d'accord? Je ramène tout ce qui est E de U de P d'un côté. Donc j'ai U de P sur C de P plus G de P fois U de P est égal à E de P. Et donc, je factorise par U de P. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur C plus G fois E de P. Et là, je réduis au même dénominateur. Donc, j'ai quoi? J'ai 1 plus C fois G sur C. Fois U de P est égal à E de P. Donc, E de P, c'est quoi? Ou bien, on me demande quoi? On me demande U en fonction de E ou l'inverse? Je ne me rappelle plus de la question. Allô? U en fonction de E. U en fonction de E. Ok, merci. Donc là, on me dit, on cherche U. Donc c'est quoi? Bah, c'est C sur 1 plus C fois G fois E. Là, j'ai divisé pour... Et c'est l'inverse. Donc c'est ça qu'on me demande de calculer. Après, de G qui interviennent. Ça me paraît logique. Donc je ne me suis pas trompé. Je pourrais voir que je ne me suis pas trompé. Pourquoi? Parce que, regardez ici, dans la chaîne directe, j'ai que le correcteur. Et le correcteur, ou la fonction de transfert du correcteur, elle lie l'entrée E avec U, la loi de commande. Donc il n'y a pas de G qui intervienne ici. Donc le système n'est pas encore, il n'est pas dans la chaîne. Quand je suis là, donc le système est derrière. Donc c'est normal que je ne retrouve pas le G dans la chaîne directe. Donc ça paraît logique. Exprimer U de P en fonction de P, calculer U0 et préciser la condition pour laquelle le système fonctionne en régime linéaire. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? C'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur initiale. Parce que là, on cherche U de 0. Le U de 0, donc ici, on cherche, regardez, pour le calcul d'erreur. Pour le calcul de l'erreur, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on utilisait ce qu'on appelle le théorème de la valeur finale. E de t, ou bien E à l'infini, c'est quoi? Ben, c'est la limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Et ça, c'était quoi? C'est la limite quand p tend vers 0 de p fois epsilon de p. Par contre, si vous cherchez à calculer ce qu'on appelle la valeur initiale, pourquoi? Parce qu'on vous demande de calculer ça. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est la limite quand t tend, au lieu d'utiliser la valeur finale, donc vous allez utiliser la valeur initiale de u de t. Et ici, au lieu que p tende vers 0, c'est toujours l'inverse.
de ce qu'il y a. D'accord? C'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur initiale. Le théorème de la valeur initiale qu'on vient de calculer ici. Et donc, c'est pour cela qu'on a U de 0 plus, parce que là, on travaille à partir d'un 0 positif et non pas de t, il ne faut pas qu'il tende à 0, mais 0 plus. C'est quoi? C'est la limite quand t tend vers 0 de U de t, c'est la limite quand p tend vers l'infini de p fois U de p. Et donc là, on considère que nous avons un échelon. Alors, il ne faut pas oublier qu'on nous a U de p, on l'a calculé. C'est cette valeur-là. Et là, il ne faut pas oublier que nous avons dit on va appliquer un échelon en entrée. C'est pour cela qu'on a pris E de P est égal à 1 sur P. Et je remplace. Je ne fais que remplacer la valeur de E de P par 1 sur P, ici. Et je fais mes calculs en faisant tendre P vers l'infini. Donc je fais mes simplifications. Je me retrouve avec quoi? Je vais me retrouver avec, quand la limite de P, quand P tend vers plus l'infini, je m'en retrouve avec taux sur G0 fois taux BF. Sachant que ici, taux BF est égal à taux sur 2, et je me retrouve avec 2 sur G0, et donc la valeur initiale, elle vaut 2 volts ici. Et après, pour la saturation, on laisse ça de côté. C'est pas une question qui nous intéresse. Monsieur, est-ce que vous pouvez remettre le tableau? Le tableau, oui, s'il vous plaît. Je mettrai sur campus ce tableau-là. Ok. Donc là, je passe à l'exo 1. Je préfère ne pas parler de saturation parce que là, c'est une question beaucoup plus appliquée, à mon sens. Et comme c'est moi qui fais le sujet, plutôt passer à un système de second ordre. C'est ça qui m'intéresse le plus dans ce genre d'exercice. Donc j'ai un système de second ordre, la transmittance du processus étant G0 sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P, sachant que G0 est égal à 1, taux 1 est égal à 5 secondes, taux 2 est égal à 1 seconde. Le correcteur PI, on utilise toujours le même, K sur 1 fois 1 plus taux IP. Pour éliminer la grande constante du temps, on règle le correcteur taux I est égal à taux 1. Tout à l'heure, c'était taux I est égal à taux, mais là, on essaie d'éliminer la plus élevée des valeurs des deux, ou la plus grande entre taux 1 et taux 2, donc c'est 5 secondes. C'est pour ça qu'on dit, on va... Mais pourquoi on parle d'élimination? Pourquoi on parle d'éliminer la plus grande constante? Pourquoi? Parce que quand vous allez faire C fois G sur 1 plus C fois G, il y aura une simplification à faire. Donc, si vous mettez ici 1 sur taux 1, P, donc quand vous allez faire C fois G, il y a le 1 plus taux 1P qui va se simplifier. Donc, dans la FTBF, vous allez vous retrouver qu'avec 1 sur taux 2P. C'est pour ça qu'on parle, on essaie de régler le correcteur de telle sorte qu'on élimine la constante la plus élevée. Et c'est elle qui amène une certaine instabilité. Je reviendrai sur ça en cours. Donc, déterminer la FTBF n'est qu'un calcul simple. La FTBF, c'est quoi? C'est C fois G sur 1 plus C fois G. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on ne va pas refaire les calculs. Là, pour le système de second ordre, nous avons C fois G sur 1 plus C fois G en appliquant la formule de Black. Je fais mon calcul de C fois G, c'est quoi? C'est C, c'est K fois 1 plus taux 1 sur taux I, P, fois G, G0 sur 1 plus taux 1P plus 1 taux de P. Là, j'obtiens quoi? Sachant que si je considère ici ça comme étant taux 1, donc je simplifie, je vais me retrouver avec ça. K, G0 sur taux 1P fois 1 plus taux 2P. Là, d'une façon générale, mais après taux I est égal à 1, ainsi on se retrouve avec ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi? C'est C fois G. On est d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire C fois G sur 1 plus C fois G. Je réduis au même dénominateur, je simplifie les choses, je me retrouve avec ça. K, G0 sur
KG0 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P. Mais on me dit de mettre, toujours, on vous demandera de mettre, c'est ce qu'on appelle la forme d'un second ordre. La forme d'un second ordre, c'est toujours 1 plus, si vous référez au cours, c'est toujours 1 plus 2 fois xi P sur oméga 0 sur P sur oméga 0 carré. La forme d'un système de second ordre, la fonction de transfert, si je vous dis pour un premier ordre, c'est quoi la fonction de transfert d'un premier ordre? FT, BF ou FT d'un premier ordre. C'est 1 sur 1 plus taux P. Ça, c'est un système, c'est une fonction de transfert d'un système de premier ordre. D'un deuxième ordre, c'est quoi? La FT ou la fonction de transfert d'un deuxième ordre, c'est 1 sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 fois P sur P sur oméga 0 et tout au carré. Ça, c'est la forme ou la fonction de transfert d'un système de second ordre. Je vous ai dit quand on a fait ce cours-là que xi, c'était la constante d'amortissement ou le facteur d'amortissement. Oméga 0, c'est la pulsation propre du système. Et donc, on se retrouve toujours. Je vous invite à regarder le cours 5, je crois, ou CF cours 5 ou 4, je ne me rappelle plus. On avait commencé par un système de premier ordre, après un système de second ordre, et on a regardé les différentes solutions d'un système de second ordre. On a regardé aussi les différentes formes de réponse. Un système de second ordre, on lui applique un échelon en entrée, et on regarde est-ce que le système est amorti, est-ce que le système est oscillant, est-ce qu'il est juste oscillant et ou bien oscillant et amorti. Cela dépend de la valeur de xi et de oméga 0. Ça, pour les révisions, il faut revenir dessus. Bref, donc j'ai un système KG0 sur KG0 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P. Je dois le mettre sous la forme d'un système de second ordre. C'est quoi? C'est 1 plus. Normalement, c'est 2 fois xi sur oméga 0 fois P sur 1 sur oméga 0 P carré. Donc, on doit le mettre toujours sous cette forme-là. Et après, on fait par identification, sachant qu'un système de second ordre, sa fonction de transfert, elle se met toujours sous cette forme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars de là, j'avais quelque chose qui était, donc j'avais une FT qui valait KG0 sur KG0 plus taux 1P. Taux 1P sur 1 plus taux 2P. Sachant que moi, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre ce système-là sous une forme, allez, on va dire H0, c'est une constante, 1 plus 2 xi sur oméga 0 fois P plus P sur oméga 0, le tout au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'arranger toujours de telle sorte de commencer déjà par avoir ce 1 là. Donc là, je développe, j'ai quoi? J'ai KG0 sur KG0 plus taux 1P fois 1 plus taux 1, taux 2 fois P carré. Et je vais essayer de faire une identification. C'est 1 sur 1 plus 2 fois xi sur oméga 0 fois P plus P sur oméga 0 au carré. Donc par identification, déjà, il faut que j'ai ici un 1. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais factoriser par KG0. Donc là, j'ai KG0 sur 1 plus, là, j'ai taux 1 sur KG0 fois P plus taux 1, taux 2 sur KG0 fois P carré. Donc ça se simplifie avec ça. Et je vais me retrouver avec cette quantité ou cette entité qui vaut 1 sur 1 plus taux 1 KG0 fois P plus
taux 1, taux 2 sur K G0 fois P carré. Par identification, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient ici 2 xi sur oméga 0 qui vaut taux 1 sur K G0 et G taux 1 fois taux 2 sur K G0 et là ça doit être égal à oméga 0 au carré. Donc vous voyez bien qu'ici, à partir de là, je pourrais trouver la valeur de 1 sur oméga 0. À partir de là, je pourrais dire que 1 sur oméga 0, c'est quoi? Ben, c'est la racine carrée de ça. Et donc là, ça va me donner quoi? La racine carrée de taux 1, taux 2 sur K G0. Donc, j'arrive à en déduire la valeur de 1 sur oméga 0. Et sachant que, regardez, si vous... Là, il va falloir que je trouve la valeur de xi. La valeur de xi, c'est quoi? Ben, la valeur de xi, c'est... La valeur de xi à partir de là, c'est quoi? Ben, je pourrais dire que xi vaut quoi? Il vaut taux 1 sur K G0. Là, bon, on va faire aussi par identification. Hein. Là, vous avez 2 xi. Pardon. Là, regardez. Vous avez, parce que c'est ça qui est un petit peu délicat, est égal à taux 1 sur K, KG0. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la valeur de xi. Donc, xi, il vaut quoi? Ben, il vaut taux 1 sur KG0 fois, j'inverse, fois oméga 0 fois 1 demi. On est d'accord? Donc, vous avez ce truc-là, je pourrais dire que c'est quoi? C'est taux 1, taux 2 divisé par racine de KG0. Et donc, je pourrais dire que là, 1 sur oméga 0, ça vaut ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga 0, il vaut combien? 1 sur oméga 0, il vaut ça. Donc, oméga 0, à partir de là, ça vaut racine de KG0 sur racine de taux 1, taux 2. Donc, à partir de là, et je vais calculer de là, je vais en déduire la valeur de xi. Xi, c'est quoi? Ben, c'est taux 1 sur KG0 fois oméga 0, on a dit que c'était quoi? C'est la racine de KG0 sur racine de taux 1, taux 2 et fois 1 demi. Et donc, on va y arriver à force. Xi, c'est quoi? Est-ce que vous serez d'accord si je mets ça taux 1 sur racine carrée de KG0 au carré? C'est des constantes, hein. Donc je pourrais faire ça fois racine de KG0 sur racine de taux 1, taux 2 fois 1 demi. Et je pourrais dire que ça, c'est quoi? Ben, je pourrais le simplifier. Celle-là, elle se simplifie avec celle-là. Et donc, je me retrouve avec quoi? Ben, je vais me retrouver avec la valeur de xi. La valeur de xi qui vaut... la valeur de xi, elle vaut quoi? Elle vaut taux 1 sur la racine de KG0 fois... Ben, je pourrais mettre le 2 ici, fois 1 sur... Je pourrais aussi m'amuser à faire taux 1, taux 2. Celle-là, le taux 1. Je pourrais dire que c'est ça. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas trop le choix. Et ça, c'est quoi? La racine de taux 1, taux 2, c'est... Je pourrais dire, c'est quoi? Ben, je pourrais dire que c'est la racine de taux 1, c'est la racine de taux 1, c'est la racine de taux 1 fois la racine de taux 2, et je pourrais simplifier ça avec ça, et là, in fine, je vais avoir
c'est racine de taux 1 divisé par 2 fois racine de k G0 fois la racine de taux 2, et je pourrais, in fine, mettre tout ce beau monde sous la même racine, c'est taux 1 sur k G0 taux 2, et là, il ne faut pas oublier le n demi. Ça, c'est xi. Et après, vous êtes libre d'utiliser la méthode qui vous scie. C'est bon ou pas? J'ai trouvé la valeur de xi, j'ai trouvé la valeur de oméga 0, c'est quoi? On a dit que la valeur de oméga 0, je pourrais dire aussi que c'est k G0 sur taux 1 fois taux 2, et je crois avoir répondu à la question où on me demande de calculer xi, la valeur de xi en fonction de ça, et la valeur de oméga 0 en fonction de ça. C'est bon ou pas? Allô, allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. Ah, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Donc là, la question 3, donc détermine la valeur de k pour obtenir un xi qui vaut 1 sur racine de 2. Et donc c'est 0,707. Pour la valeur de k, on me demande de trouver la valeur de k pour... Vous avez la valeur de... là, je pourrais calculer oméga. Ou bien, je pourrais dire que là, on me demande la valeur de k pour un xi qui vaut 0,707. Donc je viens à cette équation-là et je remplace par la valeur de xi. Ici, vous avez la valeur de xi qui vaut 0,707. Et c'est quoi? C'est 1 sur 2. Taux 1, on a dit que c'était combien? C'est 5 secondes? 1 seconde? Je ne me rappelle plus. Taux 1, c'est 5 secondes. Merci. Donc là, j'élève ça au carré. Donc c'est au carré. Et donc là, il n'y aura plus de racines. Et là, je vais remplacer par taux 1, on m'avait dit 5 secondes. K, c'est ce que je cherche. G0, on me dit que c'était 1, ça n'a pas changé. Et taux 2, c'est 1 seconde, je crois. C'est ça? On va dire que oui. Si vous dites rien, c'est ça. Et donc, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois 0,707 au carré. Et là, il va me rester 5 sur k. Et donc, la valeur de k, c'est quoi? Ben, c'est 5 divisé par 4 fois 0,707 au carré. C'est la valeur de k. Et après, peut-être qu'on va me poser la question sur le oméga 0, qui est la pulsation propre de ce système-là, pour cette valeur de k que j'ai trouvée. Donc, je remplace la valeur de k que j'ai trouvée ici, là, j'ai 0, et j'ai tout ce qu'il faut pour trouver ces valeurs-là. Déterminer la valeur de k, c'est bon. Pour xi est égal à, le temps de réponse pour une consigne échelon est minimal et égal à 3 sur oméga 0. Calculer la valeur de le temps de réponse à 5%. Ben, ça c'est connu. C'est l'approximation qu'on a à partir des ABAC qui lie le temps de réponse par rapport à xi et par rapport à oméga 0, qui est la pulsation propre. Et on me dit, calculer la valeur du temps de réponse. Donc le temps de réponse, pour ce cas de figure-là, donc on a trouvé là. On aurait pu aussi remplacer par la valeur de 1 sur racine de 2. Il y a des simplifications à faire pour ceux qui n'auraient pas de calculatrice sur eux. Je vous ai dit que cette valeur-là, elle est donnée tout le temps. Le temps de réponse, c'est quoi? C'est 3 sur oméga 0. C'est à partir d'un ABAC. Et moi, je préfère donner cette expression plutôt que donner la BAC. Et donc là, le temps de réponse à 5%, c'est 3 sur oméga 0. Pour un xi qui vaut 0,707. Donc le temps de réponse, c'est quoi? C'est 3 sur oméga 0. On a la valeur de oméga 0 qu'on va remplacer ici. Le oméga 0, on a trouvé que c'était ça.
On le remplace ici et on fait notre calcul. Et donc, le taux de réponse à 5% pour ce système-là, pour cette valeur d'amortissement qui vaut 1 sur racine de 2 ou bien c'est 0,707, ça vaut 4,2 secondes. Donc, ça, je viens de répondre à la question 4. On applique maintenant un échelon unitaire, exprimer epsilon de t en fonction de E de p, calculer l'erreur de position. C'est toujours des questions classiques qui reviennent tout le temps. Et après, on va vous demander de calculer l'erreur de vitesse ou l'erreur de freinage, et même, on peut aller jusqu'à l'erreur d'accélération. Et donc, vous voyez bien ici, qu'est-ce que j'ai? L'erreur EP, c'est quoi? C'est EP sur 1 plus C fois G. C'est le truc qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, on peut partir de là. Ce qu'on avait calculé tout à l'heure, donc d'une façon générale, donc l'erreur de à l'infini, c'est quoi? C'est la limite quand p tend vers 0. Et le p tend vers 0 de p fois epsilon de p. Et c'est la même chose que p tend vers 0 de p fois 1 moins ftbf, ici le h est égal à 1, fois e de p, et cette quantité-là, si je remplace la FTBF, vraiment c'est le même résultat. C'est C fois G sur 1 plus C fois G. C'est pour ça que je vous ai donné deux formulations de l'erreur. P tend vers 0 de P fois 1 moins CG sur 1 plus CG fois EP. Et je réduis au même dénominateur, je simplifie. La limite quand P tend vers 0 de P fois, là, vous allez obtenir 1 plus CG moins CG sur 1 plus CG fois EP. Donc vous voyez bien que ça se simplifie. Et je me retrouve avec la limite quand P tend vers 0 de P fois 1 sur 1 plus C fois G fois E de P. Donc vous voyez bien que ça revient toujours à faire ce calcul-là. C'est 1 sur 1 plus C fois G fois EP. C'est pour cela que dans le corrigé, on donne directement. Donc c'est C fois G sur 1 plus CG. Donc on tombe sur ça. C'est 1 sur 1 plus C fois G fois E. C'est la formulation qui a été donnée maintenant. Et donc vous voyez bien, c'est le calcul de la limite quand ça tend vers ça. Et donc on remplace le E de P par 1 sur P. On trouve l'erreur de position qui vaut 0 à l'infini. Après, je remplace le E de P par 1 sur P carré. Donc je trouve aussi que l'erreur de traînage, ça vaut une constante. Taux 1 sur KG0. Et l'exo est fini. Ça, c'est l'exo 2. Je préférais commencer par l'exo 2 qui est le plus lent et parce qu'il reprend, il commence par un système de premier ordre qu'on va asservir et après on attaque un système de second ordre. Et on a servi les deux systèmes à travers un correcteur PI. C'est un proportionnel intégral. Et sachant que le proportionnel intégral, il a des caractéristiques, il pourrait agir sur le temps de réponse, sur le dépassement maximal, il a certains avantages et des inconvénients. C'est bon pour cet exo-là ou bien... Allô? Allô, allô? Allô, allô? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc là, si j'arrive maintenant à l'exo 1, je reviens à l'exo 1. Donc on a un processus physique qui est modélisé par la fonction de transfert du second ordre. On attaque directement le second ordre. Il vaut G de P, c'est quoi? C'est G0 sur P fois 1 plus taux P. On voit bien que c'est un second ordre. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, nous avons P carré. G0, c'est 1 sur S moins 1 en seconde. Et taux, ça vaut une seconde. Ce processus est inséré dans la boucle d'asservissement suivante. Donc on a une boucle d'asservissement habituelle. Donc vous avez un correcteur, vous avez le système et vous avez un retour unitaire. Calculez la FTBF. Et la FTBF ici, c'est quoi? C'est YP sur XP. Et donc c'est quoi? C'est C fois G sur 1 plus C fois G. Sachant que le correcteur que nous avons pris ici, c'est un correcteur proportionnel.
un truc assez simple. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai pour l'exo 1? Donc j'ai C2P qui vaut K, G2P qui vaut, c'était quoi? C'était G0 je crois, sur P fois 1 plus taux P. Et donc là, la FTBF, c'est quoi? On a dit que c'était Y sur X de P, X de P. Et c'est quoi? C'est C fois G sur 1 plus C fois G. Et donc c'est K fois G0 sur P fois 1 plus taux P sur 1 plus K G0 sur P fois 1 plus taux P. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens K G0 sur P fois 1 plus taux P plus K G0. Et après, donc j'ai simplifié ça avec ça. C'est pour ça que je me retrouve avec ça. Et je me retrouve avec K G0 sur KG0, c'est une constante, plus P fois. Donc là, j'ai P plus taux P carré. Et vous remarquerez, c'est pas pour rien que j'ai toujours commencé par la constante. On cherche toujours à mettre la fonction de transfert sous cette formule-là. C'est 1 plus 2xi sur oméga 0 fois P sur 1 sur oméga 0 carré P carré. C'est ça la forme globale d'une fonction de transfert d'un système de second ordre. C'est pour cela qu'on vous demande toujours de ce système. Donc on cherche la FTBF et après, mettez-la sous cette forme-là. 2xi sur P sur oméga 0 sur P sur oméga 0 carré. Donc là, on va se retrouver avec quoi? J'ai ça, il faut que ça soit 1, 1. Et donc j'ai quoi? J'ai KG0 sur KG0 sur 1 plus 1 sur KG0 fois P plus taux sur KG0 fois P carré. Ça se simplifie. Donc j'ai 1 sur 1 plus 1 sur KG0 fois P plus taux sur KG0 P carré. Par identification entre ça et ça, on me dit plutôt de mettre cette fonction de transfert sous la forme suivante. Donc j'ai mon FTBF, il faut qu'elle soit mise sous la forme H0 sur 1 plus 2xi sur oméga 0 fois P plus 1 sur oméga 0 carré P carré. Par identification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le H0, il vaut 1. Le 1 est égal à 1. Et après, 2xi sur oméga 0 est égal à ça. Donc, je pourrais dire que H0, il vaut 1. 2xi sur oméga 0, il vaut 1 sur KG0. Et 1 sur oméga 0 carré, ça vaut quoi? Ça vaut taux sur KG0. Donc, je pourrais identifier de part et d'autre. Donc, je pourrais identifier le xi, le oméga. Donc, vous voyez bien qu'à partir de là, je pourrais trouver la valeur de oméga 0. Oméga 0, c'est quoi? C'est KG0 sur taux et tout cela plus. Certains étudiants ils me disent, mais monsieur, pourquoi on ne prendrait pas la oméga 0 est égal à moins la racine de ça? Je dis, la pulsation propre d'un système, c'est en radians par seconde, c'est une mesure physique, et c'est positif tout le temps. Elle est positive, donc la solution négative, je ne la prends pas. Et donc là, j'ai oméga 0 qui vaut ça. Et je pourrais dire aussi, pour des raisons de simplification, je pourrais dire c'est KG0 sur racine de taux, pour la remplacer ici. Et donc, je pourrais dire que 2xi, c'est 2xi sur oméga 0 est égal à 1 sur KG0. Et trouver la valeur de xi, c'est quoi? C'est oméga 0 sur 2 fois 1 sur KG0. Et je pourrais dire que c'est quoi?
c'est racine de k G0 sur 2, le taux, il ne faut pas que je l'oublie, fois 1 sur kg0, c'est quoi? C'est racine de kg0 au carré. Je simplifie ça avec ça, et j'obtiens quoi? J'obtiens 1 divisé par 2. Allez, je fais tout rentrer dans la racine, donc c'est kg0 fois taux. C'est ça la valeur de xi pour cet exercice-là. J'espère que c'est bon. Oui? Non? Ouais. Ok. Bah, vous verrez que ce que je vous conseille de faire, c'est quand on finira cet exo-là, essayez de faire celui que je propose de faire ensemble dans le cours. Le truc là qu'il y a sur campus, l'exo qu'on fera en cours. Donc essayez de vous exercer. C'est un bon exercice pour voir si vous avez compris ou pas. Bah, là, je suis en train de répondre à cette question, expliciter les paramètres H0, Xi et Ω0 en fonction de G0, taux et K. Ce que j'ai fait. Calculer la valeur de K pour obtenir Xi est égal à 0,7. Mais vraiment, vous voyez que c'est un exercice type. Toujours, on va jouer sur la valeur de K pour obtenir certaines performances, pour obtenir un facteur d'amortissement qui vaut Xi est égal à 0,7 ou 0,707. Et donc, à partir de là, je vous dis que Xi, il vaut... Ça, c'est la deuxième question ou la troisième. Xi, il vaut 0. Normalement, j'aurais dû dire 0,707. Mettre 3 chiffres après la virgule. À partir de là, vous voyez bien que vous avez Xi, il vaut quoi? Bah, il vaut 1 sur 2 fois racine de K. Je pourrais dire que ça, le remplacer aussi par 1 sur racine de 2 est égal à 1 sur 2 fois K G0 fois taux. Et il ne faut pas oublier, ce qu'on me demande de trouver, c'est la valeur de K. Donc, ici, ou le 2, je pourrais dire c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc, je pourrais simplifier ça avec ça. Bref, à partir de cette équation-là, je pourrais dire que là, j'ai racine de 2 fois K G0 est égal à 1. J'élève le tout au carré. 1 au carré, c'est 1. Là, c'est 2 fois K fois G0 est égal à 1. Et donc, je pourrais dire que K, c'est quoi? C'est 1 sur 2 G0. Sachant que G0, on nous a dit que c'était 1, je crois. Donc, c'est 1 demi. La valeur de K, on va trouver ici, c'est 1 demi, donc c'est 0,5. Calculer la valeur de K pour obtenir que Xi est égal à 0,7. 4. La consigne est un échelon d'unité 1 volt. L'amplification de K est réglée pour avoir Xi est égal à 0,7. Donc ça veut dire, on est en train de vous dire que K, vous allez réutiliser la valeur de K que vous allez trouver dans la question d'avant. Calculer YP. Pour calculer YP, donc là c'est la sortie de votre système. Vous savez que on sait que YP est égal, YP sur X de P est égal à quoi? C'est la FTBF. Celle-là, on vous dit que c'est un échelon. On applique un échelon unitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que X de T, qui est l'entrée, est égal à un échelon unitaire. C'est U de T. Donc ça veut dire que X de P est égal à 1 sur P. Donc Y de P, c'est quoi? Ah ben, c'est la FTBF fois X de P, c'est 1 sur P. La FTBF qu'on a trouvée, nous avons trouvé la FTBF juste là. La FTBF, c'était quoi? C'est celle-là. On est d'accord. La FTBF que nous avons calculée, c'est 1. Ou bien c'est KG0, si je ne vais pas me casser la tête. C'est KG0 sur KG0 plus
Je me rappelle plus. C'est taux 1. Même pas. Raté. C'était quoi? Je pourrais l'écrire comme ça. C'est KG0 sur KG0. Là, CP taux. Ok. Taux P carré. Raté. Plutôt là, c'est KG0 plus 1 taux P. C'est 1P plus taux P carré. C'était ça. Fois 1 sur P. On me dit que je dois calculer, ou bien je pourrais factoriser, je peux tout faire. C'est G0, je sais que ce qu'il vaut. Ce que vaut. Taux, j'ai sa valeur. Et K, j'ai sa valeur que j'ai calculée. Je prends K qui vaut 1,5, qui correspond, que j'ai calculé, pour un xi est égal à 0,707 ou 0,70. Donc ici, YP, c'est quoi? C'est cette valeur-là. Donc je pourrais faire ça, et K c'est 1,5, donc je pourrais que remplacer. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant? On me dit, calculer alors YP, je viens de le trouver, on admet que YP peut être mis sous la forme A sur P, moins BP plus C, P carré plus P plus 0,5, calculer A, B et C. C'est juste pour vous donner une indication, c'est un développement en éléments simples. Vous faites un développement en éléments simples, ou bien par l'identification, vous allez calculer les valeurs de A et de B et de C. Après, vous appliquez la transformée de Laplace inverse à ça pour obtenir YT. Représenter graphiquement cette réponse et discuter la précision, la stabilité, la rapidité du système et la rapidité de l'asservissement, pardon. Donc ici, pour obtenir, vous voyez que vous avez un système, ou plutôt une réponse qui est de l'ordre. Supposons qu'on avait trouvé A est égal à 1, B aussi à 1, et C est égal à 0 ou autre. Vous allez faire un développement. Vous allez calculer votre réponse Y de T. Sachant que, si vous revenez au cours, on a vu que pour un système qui vaut xi, c'est un système qui sera amorti. C'est un système qui sera de second ordre, amorti et oscillant. Donc le système que vous allez trouver, on s'attend, d'après ce que nous avons vu en cours, la réponse à un échelon d'un système qui est oscillant, parce qu'il a une pulsation oméga 0 qui est différente de 0. Et pour ce genre de système, la réponse à un échelon unitaire, c'est quelque chose qui fait ça. Je vous invite à regarder le cours pour un xi qui est compris entre 0 et 1, et un oméga 0 et différent de 0. Donc on voit bien que c'est un système qui est amorti, il est amorti, donc là il fait ça, il est amorti, donc il s'amortit de plus en plus, mais il continue à osciller. Donc c'est un système de second ordre, amorti et oscillant. Et quand vous allez trouver la réponse de second ordre, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que il y a un cosinus ou un sinus. Donc je ne donne pas le développement des calculs. Je vais, dans le corrigé que je vais mettre sur Campus, vous allez trouver les détails de ces calculs-là. Mais l'idée, elle est là. Est-ce clair? Non? Alors? Non, pas de réponse? Allô, allô? Allô? Non, Je me pas pose de des réponse. questions. On n'a pas de problème de connexion. J'allais dire, je me pose des questions sur ma connexion. Donc, vous m'entendez?
Oui, 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 oui. Oui. Et donc pour ma question, est-ce que c'est clair? Effectivement, c'était rapide, dense, mais donc là, pour vous exercer, donc je vais mettre le corrigé de TD5 sur campus, et comme je vous l'ai indiqué, je vous invite à regarder ce sujet. Ce sujet-là, j'ai téléchargé 1 milliard de fois. Vous verrez que c'est toujours le même type d'exercice, c'est un système de second ordre avec 2 constantes de temps auxquelles on applique un correcteur de type PI, PID, autre. Donc, vous voyez, c'est toujours G0 sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P. On prend ce système-là, on lui a appliqué un correcteur de type proportionnel, K. On cherche à mettre l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée sous cette forme-là, donc forme de second ordre. On essaie de trouver les valeurs de H0 et de Xi et de oméga 0 en fonction des valeurs caractérisant le système. On prend une valeur de K pour avoir un facteur d'amortissement de 0,7 et on fait nos calculs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va appliquer une entrée à ce système-là de type échelon. Après, on vous demande de calculer E de P. On va vous demander toujours de calculer les erreurs. On va vous demander de calculer le temps de réponse et d'interpréter les résultats que vous avez obtenus. C'est pour ça que je vous disais aussi en cours que le type de système auquel on sait résoudre les systèmes à notre niveau, hein, je vous dis bien tout système, quel que soit son ordre, on va essayer de le réduire à un système de second ordre. C'était quelque chose que vous étiez censé voir en TP, en test de TP. On prenait des systèmes, et d'ailleurs, si vous regardez votre TP ou fascicule de TP, à la fin, il y avait un système de... Pardon. On cherchait dans un examen de test de TP, on cherchait à modéliser un système de chasse d'eau. Une chasse d'eau qu'on trouve dans la toilette. On essaie de modéliser le comportement de ce système-là par un système de second ordre. Donc vous voyez bien que tous les systèmes sont des systèmes qui peuvent être approximés, peuvent être réduits à un système de second ordre qu'on saura traiter pour établir les performances de ce système-là, pour leur appliquer un contrôleur qui va nous permettre d'avoir certaines performances plutôt. C'est comme pour le système de remplissage système, ou la chasse d'eau, c'est pour avoir un système qui se remplit le plus rapidement possible. Donc un truc assez intelligent, selon l'écoulement et selon... je m'excuse encore une fois pour le retard que j'ai eu au début. Et je vous dis, si vous n'avez pas de questions, un mercredi, c'est ça? Merci. Merci, au revoir. À mercredi. Au revoir. Au revoir, mercredi. Au revoir, monsieur. Au revoir.